Merci Laetitia. Effectivement, je vais pouvoir accueillir Stéphanie Iannuzzi, que nous connaissons très très bien. Elle est membre du conseil scientifique de la Fédération des 10, mais surtout, elle est docteure en neuropsychologie, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Et donc, il y a 10 ans, Stéphanie, qui nous rejoint, on va pouvoir se mettre côte à côte. Si, voilà, parfait. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nathalie. Alors, il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, je sais pas la date, enfin c'était à peu près il y a 10 ans, tu as réalisé une thèse sur les effets lexicaux dans l'identification de l'être, hein, un truc très, très pointu. Les notions de fluence, te sont donc non inconnues. Et puis la compréhension, du texte qui est importante parce qu'il ne suffit pas de savoir lire, décoder, il faut comprendre ce qu'on lit. Et il faut savoir que les 10, parfois, ont des difficultés dans les 2 champs, ou l'un des 2. Donc, tu vas aborder ces difficultés de lecture et je vais te passer de suite la parole parce qu'on est impatient de découvrir, tout en savoir. Merci, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là pour parler de ce sujet qui, donc, effectivement, m'intéresse depuis de nombreuses années. Oui, l'idée, alors, je vais vous partager mon PowerPoint pour plus de facilité pour tout le monde. Et donc, comme je disais, je pense que donc ça fait des années maintenant que je m'intéresse aux troubles 10 en général. Alors, effectivement, hein, tu le disais tout à l'heure, j'ai fait ma thèse plutôt dans le cadre de la dyslexie, des troubles du langage écrit. Mais bon, entre-temps, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, donc je vois aussi beaucoup d'enfants avec TDAH, etc., ou des enfants avec des troubles de la coordination. Donc, je le souligne parce que je pense réellement que c'est important d'avoir ça en tête, c'est que le trouble de la lecture, il est rarement isolé. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie un peu de faire passer, c'est vraiment cette différence qu'on va avoir entre deux enfants ou deux adultes qui ont un même trouble au niveau diagnostic. Entre guillemets, le trouble s'appelle pour tous les deux trouble spécifique du langage écrit ou dyslexie. Alors, c'est la même chose, hein, appelons-le comme on veut. Mais néanmoins, avec ce même diagnostic, on va avoir vraiment des difficultés différentes, des forces différentes, etc. Et c'est vraiment important. J'insiste souvent sur ce côté démarche diagnostique pour bien comprendre, pour bien préciser les aménagements qu'il va falloir mettre en place, les rééducations qu'on va mettre en place. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement la façon dont on peut comprendre les troubles et dont on peut préciser les difficultés d'un enfant. Alors, vous verrez, hein, je parle beaucoup d'enfants parce que ma pratique, elle est en pédiatrie, mais c'est souvent vrai pour les adultes aussi. Alors, donc, quand on parle de trouble de la lecture, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, c'était important pour moi de revenir sur les définitions. Des définitions de base, le Larousse, le Robert, mais néanmoins déjà très riches. Dans le Larousse, on nous dit que lire, c'est reconnaître les signes graphiques d'une langue. Donc, on est d'accord, reconnaître les signes graphiques d'une langue, c'est reconnaître les lettres. Qu'elles soient en minuscule, en majuscule, quelle que soit la police, etc., c'est reconnaître ces signes-là. Former mentalement ou à voix haute les sons que ces signes ou leurs combinaisons représentent, c'est-à-dire que automatiquement, quand je lis un mot, j'ai la forme phonologique, j'ai la manière dont je dois prononcer ce mot qui m'arrive en mémoire, ou alors je peux le prononcer, hein, mais on n'est pas obligé, on sait tous qu'on peut lire sans avoir ni à prononcer les mots, et encore, et même les lèvres ne bougent même plus, et leur associer un sens. Automatiquement, on a aussi le sens qui apparaît. Le Robert, alors, il fait très court, le Robert, c'est suivre des yeux, et c'est important aussi, parce que du coup, on est sur du visuel, en identifiant des caractères ou une écriture. Voilà un peu ce qu'ils nous disent pour la lecture. Donc, globalement, c'est une capacité à identifier chaque mot en tant que forme orthographique, ils ont une certaine orthographe, ayant une signification, et on leur attribue une prononciation. Donc, c'est vraiment ce que je viens de dire, hein, ça se rejoint un peu, c'est je vois un mot écrit, on y automatiquement, quand tout va bien chez le lecteur expert, on lui attribue la façon dont il faut le prononcer, ce qu'on appelle la forme phonologique, et le sens qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
transformation d'une représentation d'entrée, le patron visuel ou les patrons visuels, en des représentations de sortie qui sont la forme phonologique, la manière dont on prononce. Du coup, la question qui s'est posée, c'est oui, mais alors la lecture, c'est visuel. Et on entend souvent, il y a des trucs de la lecture, il faudrait aller chez l'orthoptiste, il faudrait aller chez l'ophtalmo, il faudrait vérifier. Ah non, mais en fait, on parle de forme phonologique. Et on verra, mais on parle souvent de troubles phonologiques chez les enfants avec troubles du langage écrit. Donc, est-ce que la lecture, ce serait pas auditif? Et puis on s'est dit, ah non, mais en fait, la lecture, c'est multisensoriel. J'irais même plus loin, et les auteurs s'accordent aujourd'hui pour aller plus loin. En fait, c'est cognitif. C'est des mécanismes du cerveau qui sont très complexes et avec voilà, un lien, pourquoi telle lettre, tel patron visuel renvoie à tel sens, etc. C'est quand même très élaboré et c'est ce qu'on va mettre en évidence parce que parfois on l'oublie. On oublie que la lecture c'est très élaboré et que c'est vraiment pas évident, que c'est un mécanisme très complexe parce que c'est automatique. Quand on est mis face à la lecture, on lit. Quand on est mis face à des mots, automatiquement notre cerveau les lit. Le but de la lecture, et c'est quand même vraiment important d'avoir ça en tête, c'est de comprendre. Bien sûr, dans les petites classes, quand on commence à apprendre à lire, on va tout miser sur le fait de déchiffrer. Les enfants, leur but là, c'est juste de déchiffrer le mot, de savoir que B, A, ça fait bas, etc., etc. Mais ça, c'est parce qu'il faut en passer par là, si je puis dire, pour l'automatiser et pour qu'à un moment donné, on arrive à comprendre ce qui se passe. Donc, reconnaissance rapide et précise des mots écrits, c'est ce qui va permettre d'accéder au sens de l'énoncé. Donc, c'est pour ça qu'il faut en passer par là, c'est parce qu'il faut pouvoir le reconnaître. J'ai marqué rapidement, parce que si c'est trop coûteux, si cette étape-là de reconnaissance du mot, elle est trop compliquée pour la personne, mais en fait, à un moment donné, il ne peut plus accéder au sens, parce que ça lui a déjà pris trop de ressources de réussir à identifier le mot. Et puis, il faut une reconnaissance précise, parce que il y a quand même des mots très très proches dans notre langue, et donc il faut quand même être assez précis sur ce qu'on arrive à lire. Donc quand on commet des erreurs, ça peut parfois complètement changer le sens d'une phrase ou d'un texte. Donc, bon, on l'a dit, il y a des aspects visuels. Première phase en lecture, c'est la prise d'informations visuelles. Donc, pour prendre les informations, il y a des saccades, on va passer, nos yeux vont bouger en fait d'un point, d'une fixation à une autre. Les saccades, en général, on estime que c'est à peu près toutes les 7 à 9 lettres. Nos yeux, ils sautent 7 à 9 lettres pour aller d'une fixation à l'autre. Les fixations, c'est ce qui dure le plus longtemps. On va passer finalement plus de temps posé à un endroit, on va fixer un endroit, qu'à bouger nos yeux d'un endroit à l'autre. Important à savoir aussi, on a un certain nombre de régressions quand on lit. Quand on lit, nos yeux, ils font ça. Notre tête, elle bouge plus trop, c'est nos yeux qui bougent. Mais ils font aussi des retours en arrière. Parce qu'on n'a peut-être pas compris quelque chose, parce qu'on a été trop vite, parce que notre saccade a été trop longue, et donc il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Les saccades, ces prises d'informations, elles vont dépendre de la difficulté du texte et bien sûr du niveau de lecture de la personne. Donc nos mouvements oculaires, ils vont être influencés par ça. Les saccades vont être plus ou moins longues en fonction. Le nombre et le temps de fixation aussi va être plus ou moins long et le nombre de régressions également. Donc comme je le disais, chez le lecteur expert, il n'y a que les yeux qui bougent. Chez le lecteur débutant ou l'enfant plus jeune en général, c'est carrément la tête qui suit. On le voit parfois, on le voit faire ça comme ça quand il lise. Alors ça, de montrer à peu près ce que ça peut donner quand on lit ce côté saccade et fixation. Les points qui sont gros, c'est quand on est resté longtemps sur un endroit. Les points plus petits, c'est des fixations qui ont été sautées très, très rapidement. Ce qui est important aussi, c'est que lire, c'est identifier tous les mots, que ce soit en caractère d'imprimerie ou manuscrit, que ce soit en majuscule ou en minuscule, toutes les tailles de police, etc. Il y a une réelle invariance perceptive et c'est assez impressionnant parce que finalement, il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup, très fort. Un A, un O, quand c'est manuscrit, ça peut très fortement se ressembler. Et néanmoins, notre cerveau arrive à faire la différence. Alors que un A manuscrit, ça ne ressemble pas du tout à un A en script, etc. Et là, notre cerveau aussi arrive à dire non, mais en fait, c'est la même lettre. Et ça, c'est quand même une prouesse au niveau du cerveau. C'est quand même très, très important. Mais c'est compliqué à acquérir, évidemment. Donc, c'est ce que je dis, beaucoup d'images différentes qui correspondent à un même mot. Il faut faire une reconnaissance invariante parce que ce mot, qu'il soit écrit d'une façon ou d'une autre, qu'il soit écrit à la main, qu'il soit écrit sur l'ordinateur, quelle que soit la police, en gros, en petit, en italique, etc.,
ça veut dire la même chose et c'est la même forme phonologique qui va sortir. Et ça, il faut qu'on l'ait acquis. Donc, il faut être capable de filtrer, rejeter les variations qui ne sont pas pertinentes pour la lecture et amplifier les détails qui permettent de distinguer des mots très proches. J'ai mis l'exemple de de et d'où. Finalement, écrit comme ça, de et d'où, la seule différence, c'est la petite barre du E, là, si on la verticalise, eh ben, on a d'où. Et pourtant, on sait que ça n'a rien à voir quand on le dit. La signification n'a absolument rien à voir. Et en fait, personne n'a confondu là de et d'où, à part peut-être certains dyslexiques dans l'assistance qui n'ont peut-être pas eu le temps de lire parce que je vais un peu vite. Mais sinon, globalement, quand on n'a pas de difficulté, ça ne pose pas de problème. Ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas une seule voie de lecture. On va donc quand on lit mentalement, la question qui s'est posée aussi, c'est est-ce qu'on passe directement du mot écrit au sens ou est-ce qu'on passe d'abord par les sons? Il y a énormément de types de tâches pour étudier tout ça. En recherche, c'est riche. Les gens ont des années et des années pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait avec plein de tâches différentes. Et par exemple, dans des tâches de décision lexicale, où il suffit de dire si les mots que vous voyez là sont des mots ou pas. Alors, lapin, c'est facile. La réponse, elle vient rapidement chez tout le monde. Quand on demande, alors, dans les tâches qui sont faites, en général, on demande au sujet d'appuyer sur une touche si c'est un mot et d'appuyer sur une autre si c'est pas un mot. Lapin, ça va très vite. Matrocle, ça va très vite pour dire non. Cuspire aussi. Coquet, c'est un mot. Et puis chaise, et bien là, on voit, bien sûr, les gens, ils peuvent vous dire que c'est pas un mot, mais ça va être plus lent que pour ceux qui ne ressemblent pas à un mot de la langue. Chaise, écrit comme ça ne veut rien dire. Néanmoins, ça active chez moi une forme phonologique que je connais, et donc je suis plus lente pour répondre que ça n'est pas un mot. Pareil pour français ou pour mots, qui écrit comme ça ne veulent rien dire, mais néanmoins, ça a activé la forme phonologique. Et ça, ces études-là, elles ont permis d'appuyer qu'en fait, je n'active pas que le sens. Si j'activais que le sens, ça ne poserait pas de problème. Mais j'active aussi la forme phonologique, et donc là, mais ça me pose souci parce que phonologiquement, je connais ça. Alors, les deux voies de lecture, hop, je peux aller en arrière, pardon. Donc, on a effectivement le mot qui est écrit, on a une analyse visuelle, et puis, il y a deux façons de dire un mot. Soit ce qu'on appelle par assemblage, ou la voie phonologique, où vraiment, on va, notre cerveau toujours, il découpe le mot en petits morceaux, en graphèmes, et puis il va renvoyer, transformer ces graphèmes en phonèmes. Donc, je sais, j'ai appris que CH, ça fait CH, que A, ça fait A, que P, ça fait P, et que EAU, ça fait O. Et donc, je peux lire chapeau. Et je peux le lire oralement. Ça, c'est un système qui fonctionne très, très bien pour les mots réguliers, qui fonctionne très, très bien dans les langues qui sont très transparentes, ce qui n'est pas tout à fait le cas du français. Très transparente, ça veut dire qu'une lettre correspond à un son et c'est assez simple. Chez nous, pour faire un O, on sait pour faire O, on a plein de façons différentes, etc. Et donc, en fonction de le S, en fonction de ce qu'il y a autour, c'est des voyelles ou des consonnes, il va se prononcer Z ou SE, etc. Donc, on a une langue qui n'est pas si facile. Et puis, en plus, on a plein d'exceptions. Donc, ce système-là, il fonctionne, mais il peut être aussi très lent. Il faut tout découper, donc c'est lent. Donc, petit à petit, à force, en général, quand on commence, on lit beaucoup par cette voie-là, cette méthode phonologique, cette voie phonologique. Et puis, petit à petit, on va rentrer une quantité de mots dans notre lexique visuel. Et donc, quand on va voir le mot, on va lire ce qu'on appelle par adressage. Le mot, il va directement, dès que je le vois écrit, je n'ai pas besoin de découper, ça renvoie à un lexique, je le connais, je sais comment il se prononce, je sais ce qu'il veut dire et je peux le prononcer. C'est vraiment, cette forme est encodée, cette forme écrite est encodée dans mon cerveau et dès que je le vois, ça fait ressortir toutes les informations nécessaires. Donc, il y a deux voies de lecture, c'est important parce que chez les enfants qui ont des difficultés, il peut y avoir atteinte de l'une ou l'autre de ces voies ou des deux voies, sachant néanmoins que même s'il y a l'une ou l'autre qui est atteinte, ça peut, quand la voie phonologique est atteinte, elle va un peu poser problème parce que ça va compliquer le fait de rentrer les informations dans le lexique visuel. Si je lis moins, si je mets plus de temps pour lire, etc., je suis moins confrontée et donc j'encode moins dans mon lexique visuel. Donc ma voix, de fait par adressage, elle est complexe, elle
C'est plus difficile aussi puisque j'ai moins de mots dans mon lexique au début. Donc, il va y avoir plus de temps pour l'acquérir. Il y a un consensus chez l'adulte lecteur ou le lecteur expert, je préfère dire, parce qu'on sait qu'il y a des adultes qui lisent moins bien, etc. Donc, chez le lecteur expert, on dit, on sait que ces deux voies, elles s'activent simultanément. La voie phonologique, elle permet l'accès au son, et la voie lexicale, elle permet l'accès direct au sens. Inconsciemment, qu'on le veuille ou non, il y a des informations sur la prononciation des mots qui sont automatiquement activées, même si le seul but, c'est d'arriver au sens, de comprendre. Donc, cette voie d'assemblage, j'ai un peu redétaillé, mais comme j'ai déjà expliqué, je vais aller un peu vite. Elle est aussi appelée voie sublexicale ou voie phonologique. Donc, c'est segmenter les mots en petites unités, je vous l'ai dit. L'accès au sens par l'intermédiaire de l'information phonologique. Ça veut dire que par cette voie d'assemblage-là, celle où on découpe et on reforme, on arrive aussi au sens. Mais on arrive au sens parce qu'on passe par la forme phonologique. C'est parce que j'ai fini par lire chapeau que je me suis dit dans ma tête chapeau, et chapeau, ben oui, chapeau, je connais, chapeau, je sais ce que c'est. C'est pas la forme écrite qui m'a renvoyé au sens, c'est la forme phonologique. Si on n'a que cette voie-là, c'est par ça qu'on passe. Donc c'est lent et c'est coûteux, mais c'est celle qui est sollicitée en début d'apprentissage. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais cette voie-là, c'est la seule voie possible pour apprendre des nouveaux mots, puisque dans mon lexique, je ne les ai pas encore. Donc, soit des mots qui n'existent pas, soit les mots nouveaux, les prénoms, etc., les noms de famille, ben, je suis obligée de passer par cette voie-là. Donc, quand elle est atteinte, ben, c'est compliqué parce qu'on a du mal à lire au début et à se construire son lexique visuel, mais en plus, on a du mal à lire les mots nouveaux. Les mots nouveaux, c'est aussi indispensable quand on apprend une nouvelle langue, même si on l'apprend parfois à l'oral, mais si rapidement on va passer sur de l'écrit, ben, c'est une quantité de mots nouveaux, une nouvelle langue. La voie d'adressage, qui est appelée aussi voie lexicale, voie orthographique, donc c'est l'identification du mot comme une forme précise et stable, on ne passe pas par l'assemblage, on apparie directement ce que je vois à la signification, c'est plus rapide et c'est celle qui est surtout utilisée par les lecteurs experts et pour la lecture de mots irréguliers, comme on en a une très grande quantité dans notre langue, hein, femme, oignon, il n'y a aucune raison de les dire comme ça quand on les voit écrits, il n'y a pas de raison, mais on le sait, et plus personne, dans les lecteurs experts, quand ils voient écrit FE2ME, plus personne, ça ne viendra à l'idée de personne de dire femme, on sait que tout ce que c'est femme. Et donc, voilà, elle est beaucoup plus rapide, elle permet d'accéder au sens beaucoup plus rapidement. Et du coup, comment on apprend à lire? Parce que, ok, j'ai bien dit qu'il y avait cette table, on va voir un petit peu. Donc, c'est un modèle, alors, c'est un modèle qui est ancien, 1985, maintenant ça devient très, très ancien. Et c'est un modèle qui est encore, alors il a été un petit peu modifié, hein, moi je vous parlerai de cette dernière version finalement, mais c'est un modèle en 3 étapes ou en 3 stades, avec une idée que l'enfant petit, la première étape, c'est qu'il reconnaît un peu le dessin, en fait, la forme du mot. Donc, ce sont des enfants qui vont reconnaître Coca-Cola quand c'est écrit comme ça, finalement dans le logo, ils vont pouvoir vous le lire. Alors, en général, ils connaissent McDo, ils connaissent plein de choses comme ça, et ils ont l'impression de lire. Mais si vous l'écrivez comme ça, Coca-Cola, ils ne peuvent plus le lire parce que ce qu'ils ont reconnu, c'est la forme de ces lettres-là. Et donc là, ça perd toute sa pertinence visuelle. Ils ne peuvent plus le reconnaître. C'est assez petit hein, qu'on passe par ce stade-là. Ensuite, alors je dis ensuite, mais je ne devrais pas trop le dire comme ça parce qu'en fait, ce stade, on va avoir un moment qui se chevauche un petit peu. On continue à reconnaître certaines choses par un stade, alors que d'autres mots sont déjà reconnus par le stade suivant. Le stade phonologique ou alphabétique, c'est vraiment ce côté, je commence à découper et j'apprends que cette lettre ou ces lettres écrites font ce son oral et puis je les assemble. Et là, on sait qu'il y a une grande importance de la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est vraiment la conscience des sons des mots, en fait. C'est que moi, je sais que si je dis câlin, que je veux retirer le premier son, ça fait Alain. J'ai conscience que câlin, c'est K-A-L-1. Voilà, j'en ai conscience. Et ça, on en parle beaucoup parce qu'on sait que chez les dyslexiques, c'est très souvent déficitaire, problématique, et donc effectivement, c'est compliqué d'arriver à apprendre à lire. Le stade orthographique, on est sur la reconnaissance des mots, on passe par cette voie d'adressage, et donc c'est le mot qui renvoie directement à
à son sens et à sa trace phonologique en mémoire, à la manière dont on le prononce. Donc, comme je vous dis, au début, Uta Fritz, qui a présenté ce modèle, elle l'avait vraiment présenté en étapes. Aujourd'hui, les chercheurs, les cliniciens sont d'accord pour dire que ces étapes, elles se chevauchent l'une l'autre, mais qu'il y a quand même des étapes dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture. Je fais une petite parenthèse, mais j'aime bien l'évoquer parce que je sais que ça pose beaucoup de questions sur du coup les méthodes de lecture. Il y a une époque où c'était la grande mode de la méthode globale. Aujourd'hui, elle est quand même un petit peu mise de côté. À notre époque, on a dit ah non, mais il faut faire le tout phonologique parce qu'il faut absolument passer par ces stades-là, etc. Aujourd'hui, on est sur sur des méthodes plutôt mixtes parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne le mieux, parce qu'effectivement, il faut absolument passer par une conscience phonologique, mais en même temps, ça donne du sens aux enfants d'apprendre des mots aussi, de déchiffrer des mots, et puis ça donne le plaisir de la lecture, de pouvoir rapidement déchiffrer, ça va plus vite en fait, parce que pour déchiffrer des mots au niveau phonologique, mais il faut déjà avoir appris toutes les correspondances qui existent en français, et comme il y en a beaucoup, ben, ça peut prendre du temps. Donc, c'est pas mal les méthodes plutôt mixtes. Trouble spécifique du langage écrit ou dyslexie. Donc, bon, vous voyez, moi j'utilise les deux termes. Officiellement, si on suit les recommandations internationales, il faudrait parler de trouble spécifique du langage écrit. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, ce qui est mieux connu, c'est dyslexie et c'est trouble dys. Donc, on les utilise comme ça parce que c'est important qu'on sache de quoi on parle. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, c'est une difficulté à apprendre à lire. C'est des difficultés persistantes en orthographe. C'est important, il y a des confusions de lettres dans la dyslexie, mais pas toujours. Et c'est important, je l'ai mis en gros parce que souvent, il y a des parents qui arrivent, ou même des enseignants qui disent non, mais je vous promets, il n'arrive pas à lire, mais il n'est pas dyslexique parce qu'il ne confond pas de lettres. Ben non, mais il y a des dyslexiques qui n'ont jamais confondu de lettres. C'est pas indispensable, si je puis dire, de confondre des lettres pour être dyslexique. Et inversement, on a un passage dans le développement normal de l'enfant où il y a des confusions de lettres, et néanmoins, c'est pas un enfant dyslexique. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Des difficultés d'orthographe, on sait, c'est simple, c'est plus dur d'écrire que de lire. La voix d'entrée, elle est plus facile. L'orthographe, c'est compliqué. Il y a plus de correspondance quand j'entends un son. Il y a plus de possibilités sur comment je vais. Par exemple, si j'entends O, ben oui, je peux l'écrire A-U, E-A-U, O, etc. Quand je vois écrit O, ben c'est O. Il n'y a pas 10 000 possibilités de le prononcer. Donc, il y a cette correspondance-là qui est beaucoup plus facile et donc, automatiquement, c'est plus facile de lire que d'écrire. On m'a parfois posé la question de savoir si on pouvait être dyslexique sans être dysorthographique. Dans ma carrière qui commence à être un peu longue maintenant, plus de 15 ans, donc à avoir beaucoup de 10 toutes les semaines. J'ai vu, je crois, j'ai en tête deux enfants qui, effectivement, on ne sait pas, alors c'était des mystères un peu pour nous, mais qui écrivaient, l'orthographe était meilleure que leur niveau de lecture. Et voilà, ce sont des personnes qui me posent vraiment problème. Donc, enfin, problème, question en fait, pas problème, mais question parce que ça remet un peu en question nos modèles. On se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique? Aujourd'hui, on n'a pas les explications parce qu'a priori, c'est pas ce qu'on observe. Donc, je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, les deux voies de lecture peuvent être atteintes. On peut avoir une atteinte soit du décodage, soit de l'adressage directement du lexique. Et puis, on peut malheureusement aussi avoir une atteinte des deux voies de lecture. Pour parler de dyslexie, il faut un écart minimum de 18 mois à 2 ans par rapport au niveau attendu. Alors, ça a une période, ça posait vraiment problème, parce qu'on disait au CP, en CE1, on disait non, mais non, votre enfant n'est pas dyslexique, il faut attendre, on ne peut pas en parler avant, on ne peut pas poser de diagnostic avant le CE2, on va voir, il va avoir le déclic, il a le temps d'apprendre, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des fluctuations aussi pour les enfants qui n'ont pas de troubles, et donc effectivement, à Noël de CP, c'est dur pour certains de dire s'ils sont dyslexiques ou non. Il n'empêche que pour nous, la règle, c'est quand il y a des difficultés à rentrer dans la lecture, on consulte. On va voir une orthophoniste. Et puis l'orthophoniste, elle ne pourra pas dire qu'il est dyslexique au CP, bien entendu. Mais elle pourra dire, bon, là, il y a des difficultés, il n'a pas le niveau par rapport aux enfants de son âge, je le prends en charge. Et puis on va voir si
Effectivement, ben, il avait besoin d'un coup de pouce, il fallait un peu de temps, mais peut-être qu'en quelques séances d'orthophonie, ça ira mieux, ce sera normalisé, entre guillemets, mais ce n'est pas trop ce terme. Et donc, effectivement, on n'était pas dans le cadre d'une dyslexie. Néanmoins, si on se dit non, mais on va attendre le CE2, etc., qu'on arrive en CE2 et qu'au final, il est effectivement dyslexique, on aura perdu près de 2 ans de rééducation. Or, on sait aujourd'hui que les rééducations, plus elles sont précoces, mieux c'est. Plus elles sont intensives, mieux c'est. Donc, vraiment, j'insiste sur ça, même si pour poser le diagnostic, il faut attendre 18 mois à 2 ans. Aujourd'hui, en fait, on émet des hypothèses. On suspecte une dyslexie, on suspecte un trouble spécifique du langage écrit, on prend en charge et le diagnostic sera à confirmer. Alors peut-être, je dis en CE2, parfois en CE2, on ne peut pas le confirmer parce qu'il n'y a pas encore les 18 mois ou les 2 ans d'écart, parce que finalement, 2 ans d'écart, ça veut dire un enfant de CE2, de début de CE2 qui ne lit pas du tout, puisque CP, c'est le début de l'apprentissage de lecture. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on ne les a pas encore, mais que petit à petit, l'écart se creuse et donc on les acquiert quand même. Donc c'est important à avoir en tête. Ce qui persiste, c'est une lenteur de lecture. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils acquièrent la lecture, ils arrivent à lire. Pour certains, pour la plupart, en général, ils arrivent. Mais ce n'est pas automatique. Donc, c'est très coûteux et donc, ça reste lent. Comme c'est coûteux, c'est compliqué de comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ce soit rapide et précis pour pouvoir comprendre. Si je mets énormément de temps à déchiffrer, ma compréhension, alors c'est pas dire qu'ils ne comprennent rien. Il y en a qui comprennent, il y en a qui arrivent à compenser et qui arrivent à comprendre, mais parfois sur des textes longs, avec le niveau d'exigence qui augmente, la compréhension n'est pas assez fine. J'ai marqué instabilité des productions orthographiques. C'est intéressant aussi parce qu'ils font des fautes d'orthographe, mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est très fluctuant. Ils peuvent écrire, alors chez les enfants dyslexiques, dans une même dictée, on peut avoir 3, 4 orthographes différentes pour un même mot sans qu'ils s'en rendent compte. C'est pas qu'ils se disent, bon, je vais essayer, peut-être qu'au moins à un moment donné, j'aurai un point. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est pas stable. Comme ils ne récupèrent pas une trace stable dans leur lexique, s'ils doivent écrire O, peut-être qu'une fois, ils vont mettre le O, et puis la fois d'après, ils vont mettre AU, parce que c'est correct aussi dans l'idée, dans la transcription. Bien sûr, c'est pas l'orthographe correcte, mais phonologiquement, c'est correct. Souvent, il y a des difficultés en langues étrangères, d'autant plus si la langue est opaque, sachant que l'anglais, par exemple, est encore plus opaque que le français, qui est lui-même plus opaque que l'espagnol ou l'italien. Et alors, la dyslexie, ça dépend de la langue, du fait exactement de ce que je viens de vous dire. Il y a beaucoup moins de dyslexie en Italie, simplement parce que la langue est plus transparente. Je ne pense pas que c'est parce que les Italiens sont moins dyslexiques. Si on leur faisait apprendre le français, ça pourrait ressortir plus. Mais leur langue étant plus facile, ils peuvent passer par la voie phonologique plus longtemps et plus correctement. Et donc, on retrouve moins leurs difficultés. Ils sont moins diagnostiqués. Ça touche 5 à 10% des enfants d'âge scolaire, 6 à 8% d'enfants en France. C'est important quand même d'avoir en tête parce que c'est énorme. Ça touche plus les garçons que les filles, comme la plupart des troubles du neurodéveloppement, avec un ratio de 3 garçons pour 2 filles. Et donc, il y a la nécessité d'une prise en charge orthophonique. Bien sûr, après évaluation, il faut une évaluation normée avec des chiffres de comparaison. Il faut des tests qui vont évaluer et les mécanismes de lecture, comme on a vu, est-ce qu'ils arrivent à passer par telle ou telle voie de lecture, etc. Et on va mesurer leur vitesse, parce que parfois ils arrivent à lire mais ils sont plus lents. Et puis on va mesurer aussi, on va évaluer leur compréhension et l'orthographe. Et puis bien sûr, il faut des aménagements scolaires. C'est un trouble qui est persistant malgré les efforts, donc il y a une rééducation. Mais il faut aussi aménager parce que ils ont besoin de pouvoir montrer ce qu'ils arrivent à faire. Ça ne sert à rien d'être constamment pénalisés pour nos erreurs d'orthographe dans des matières où ils ont bien appris, ils ont bien compris, ils connaissent bien leurs leçons, etc. Donc c'est indispensable. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, j'ai parlé principalement de la dyslexie, mais je veux qu'on ait en tête qu'on peut avoir des déficits de langage écrit dans d'autres troubles. Dans la déficience intellectuelle, on peut avoir des difficultés de lecture qui peuvent être un peu différentes, qui vont peut-être toucher parfois plus la compréhension que vraiment le déchiffrage. Dans le trouble du langage oral, effectivement, si j'ai du mal à comprendre ce qui se passe à l'oral, il n'y a pas de raison qu'à l'écrit, ça passe mieux. Les difficultés de sens, de compréhension orale, syntaxique, elles vont se retrouver dans le langage écrit. On peut avoir des difficultés de langage écrit dans l'autisme,
On peut avoir des difficultés de langage écrit quand on a des troubles de l'attention parce que, on l'a dit, hein, c'est visuel, c'est auditif, c'est complexe. Donc, si j'ai des difficultés d'attention, alors peut-être que je vais déchiffrer, mais qu'en fait, je ne ferai pas attention, donc le sens ne sera pas activé, etc. On peut avoir des déficits de langage écrit dans le cas d'anxiété sévère ou de dépression, où on sait que finalement, pas mal de domaines cognitifs sont touchés. Néanmoins, tout ça, c'est plus rare, et ça, c'est notre rôle à nous d'aller chercher la cause du déficit de langage écrit. Donc, il ne faut pas dire, ah non, non, mais non, il n'est pas 10, on va attendre, il est un peu anxieux en ce moment, ah non, mais non, non. On a un trou, on a des difficultés, on consulte, on fait les bilans, on voit, si possible, un médecin spécialisé. J'allais dire, ils sont rares, non, c'est pas ça, c'est que les places sont parfois un peu chères, mais néanmoins, on essaye d'en former de plus en plus pour que ça puisse diminuer en fait les délais, etc., de diagnostic, mais vraiment, c'est indispensable. Donc, ce que j'avais envie de vous faire passer, j'espère avoir respecté à peu près les temps et quand même avoir été assez claire malgré ma vitesse de parole. Ce que j'avais vraiment envie de transmettre, c'est que lire, c'est un acte qui est complexe, qui est coûteux, en tout cas en début d'apprentissage. Et puis, pour certains, ça devient automatique, donc en fait, on oublie ça. C'est ce que j'expliquais au début. Oui, c'est difficile de lire. Oui, c'est un acte cognitif qui est coûteux, qui demande beaucoup, sauf qu'en fait, on s'en rend plus compte. Moi, je me rends plus compte que c'est difficile de lire. Parfois, on s'en rend compte quand on lit un texte très compliqué ou quand on est très fatigué. Vous savez qu'on est tellement fatigué que finalement, on doit relire plusieurs fois la ligne. Ah, tiens, c'est vrai. Qu'est-ce que on est fatigué, on a des soucis, etc. Et là, alors, on se rend compte finalement, c'est pas si simple de lire. Mais quand on va bien, on s'en rend pas compte. Et je prends tout le temps l'exemple on est constamment confronté à ça. Moi, je sais que c'est toujours marqué en début d'année quand mes enfants rentrent à l'école et que j'ai une quantité de papier à lire et à remplir. Et puis plus on a d'enfants, et en plus il faut le remplir pour tous, même s'ils sont dans la même école, il faut le remplir X fois. Il faut pas le lire X fois, mais il faut quand même lire en diagonale pour trouver où il faut mettre les choses, etc. Et donc, quand c'est automatique, ça va, mais quand c'est coûteux, mais je n'ose même pas imaginer le calvaire pour les parents dyslexiques que ça peut être quand c'est cette semaine de rentrée. Et je prends cet exemple-là parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a énormément, mais c'est constant en fait dans la vie. Donc, c'est vraiment indispensable de diagnostiquer ces troubles, de les prendre en charge et de trouver comment compenser et comment ils puissent devenir autonomes dans leur compensation. Donc, je le remets, mais c'est une nécessité d'adapter, bien sûr, le temps, la présentation des choses, la forme. Et en fait, les adaptations, elles vont dépendre du trouble de l'enfant et de l'enfant qu'on a en face de nous. Donc, c'est vraiment important. Il y a plein d'adaptations possibles, mais en fait, je n'aime plus les lister. Maintenant, je préfère que les personnes comprennent quel est le trouble. Et une fois qu'on a compris le trouble de l'enfant qu'on a en face de nous, mais en fait, les adaptations, on a plein d'idées et ça vient tout seul quand on comprend pourquoi on est. Merci beaucoup à Stéphanie. Je ne vous ai pas coupé, Stéphanie. Pas du tout. C'était la conclusion de votre conclusion? C'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est la première fois que j'écoute votre discours. Je suis vraiment enchanté d'avoir entendu les mots que vous exprimez, dépister enfin, avoir conscience du trouble très tôt. Après, identifier, moi je dis souvent, lorsque l'enfant arrive en sixième, eh bien, non seulement il s'est approprié des systèmes de compensation, mais c'est la double peine. Il faut qu'il rattrape tout son retard. Donc, le plus tôt possible et le mieux. Merci beaucoup, Stéphanie. Au plaisir de vous revoir et de vous réécouter. Avec plaisir. Merci à vous et pour cet événement important.